Bienvenue donc à la Philharmonie de Paris pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous allons passer en revue avec nos camarades que vous connaissez et que vous aimez l'ensemble de l'actualité culturelle francophone. Nous sommes avec Laura Tenucci, que vous connaissez de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. L'intensité, puis les encyclopédiques. Évidemment, connaissance de notre camarade Yves Bigot, donc qui est le directeur général de TV5 Monde, c'est lui. Michel Serruti, grand amateur de jazz, donc pour la radio-télévision suisse. Sylvestre Desfontaines, qui nous vient de la RTBF et qui, donc, chez nos amis belges, présente des émissions de musique, notamment, je dis bien notamment, Catherine Pépin de Radio-Canada et le célébrissime Mabobé Mévégué qui est avec nous et que nous aimons. Nous allons passer par cette case que nous avons inventée il y a maintenant quelques numéros et qui consiste à vous proposer des clichés. Celui que j'ai choisi est celui de Jacques Audiard qui sort donc un film qui est un western. Donc mes hashtags, c'est hashtag Audiard western américain, Frères Sisters, puisque c'est évidemment le titre du film, et Joaquin Phoenix qui est l'interprète principal et l'un des tueurs de ce western qui a été tourné d'ailleurs en Espagne et au Maroc. Laura. Alors moi, c'est cette photo de Mélanie Thierry qui incarne Marguerite Duras dans le film La douleur d'Emmanuel Finkiel. Pourquoi? Parce que c'est le film qui a été retenu pour représenter la France aux Oscars 2019. Donc mes mots cliquent, parce que je me suis inspirée de Catherine. On dit pas hashtag sur TV5 Monde, on dit mots cliquent. Cinéma, Oscar 2019, France, Duras, Biolay et ma jumelle. Yves. Alors, cette photo du journal Le Monde, qui représente donc l'écrivain Kamel Daoud, que nous connaissons bien, et qui déclare « L'orgasme n'est pas un complot occidental ». C'est intéressant. À méditer. Donc, les mots clés, car en France, on ne dit pas clic, en France, on dit clé. Une différence culturelle entre la France et le Canada, même francophone. Donc, Kamel Daoud, écrivain, orgasme, sexe, plaisir. Michel. Un bon cocktail. Un anniversaire, celui du LSD, qui fête ses 75 ans cette année, découvert... Invention suisse. Absolument, par le Balois Albert Hofmann, alors qu'il bossait sur un champignon, et le LSD qui fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque nationale suisse, et donc, mais moi je vais être musical, mes dièses. On peut dire les dièses. Je vais dire les dièses. Mes dièses, donc, le LSD, Albert Hofmann, Bibliothèque nationale suisse, trip et pop. Vous avez déjà pris du LSD? Je répondrai en privé à cette question. Sylvestre. Alors moi, j'ai choisi une photo de l'administrateur général de la RTBF qui, chaque année, rencontre les grands acteurs culturels belges pour leur expliquer quelles vont être les politiques en termes de diffusion de la culture sur la radio-télévision publique. Et moi, je vais utiliser un terme qu'on utilise en mathématiques, cardinal, donc. Le hashtag RTBF, Nouveau Monde Culture, rencontre RTBF Culture et Digital First. Mabobé. Alors moi, j'ai été subjugué par le départ majestueux de quelqu'un qui se trouvait à la cime de sa carrière. Ça fait déjà un petit moment qu'il en a fait l'annonce. C'est MHD, le roi de l'afro-trap, qui a déclaré que ce n'est pas du tout pour moi, cette vie, etc., etc. Donc j'arrête. Il a fait des concerts dans le monde entier. Il a vendu des millions d'exemplaires de son album, le premier. Et là, le deuxième, 19. Disiez-vous? Il est guinéen. Absolument, originaire de Guinée. Absolument, il vient de Conakry par ses parents. Alors, les clés de mes mots seront les suivants. Afro-trap, adieu showbiz, c'est fini, et syndrome Diams. Catherine. Ma photo, un pommier bleu. C'est une œuvre de land art, donc cette discipline qui consiste à faire de l'art, créer des œuvres à partir de ce que la nature nous offre. Il y a un festival qui s'en vient dans quelques jours à Mont-Saint-Hilaire, c'est pas loin de Montréal. Alors, mes mots-clics, j'y tiens. Land art, pommier, Mont-Saint-Hilaire, festival, création sur le champ et art éphémère. Et voici le sommaire de cette nouvelle édition de 300 millions de critiques. Le deuxième livre de l'écrivain ivoirien Gauze, Camarade Papa, sera l'objet de notre premier débat. Nous parlerons ensuite de musique et de famille. Roméo Elvis et Angèle sont belges, frères et sœurs et talentueux. Picasso ici, Picasso là. Picasso est exposé partout dans l'espace francophone et nous en avons visité quelques-unes pour vous. Invités, instantanés et coups de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est parti.
Premier sujet, il s'agit de Gauze, c'est le nom sous lequel l'écrivain Armand Patrick Gapka Brédé, écrivain ivoirien, donc signe ses romans. Son deuxième ouvrage il s'intitule Camarade Papa, et nous en parlerons après cet extrait de son passage sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Regardez. Moi, je ne suis pas né français. Et donc, nous, on est un peu des superman de la langue parce que, dès la naissance, on a plusieurs langues, on emprunte plusieurs langues. Et le français, la langue à Abidjan ou ailleurs, on se l'approprie, on la tord à notre goût, à notre mythologie, à notre phraséologie, à nos rythmes et tout ça. Et donc, voilà, il y a cette habitude, cette habitude de naissance génétique qu'on a de transformer la langue dans la rue abidjanaise. Donc, l'idée, c'était de l'apporter un peu plus dans le domaine littéraire et de proposer quelque chose de nouveau, de neuf, voilà. Gauze, Amobé. Gauze, je suis surpris. Séché, tout de même. Pourquoi commencer par Amobé? Alors, on parle de l'Afrique et forcément, je suis le plus avisé. Non, vraiment, c'est d'abord cet auteur qui offre un deuxième ouvrage à une narration particulièrement, on va dire, musical, on va dire. Hein. Il jongle avec les mots, c'est le droit des néologismes, etc. C'est extrêmement personnel. C'est un styliste des mots, un peu comme on a l'habitude de le faire du côté de la Lagune Ebri à Abidjan, on salue tout le monde là-bas. C'est le nouchi, c'est-à-dire cet argot verlan qui puise dans la francophonie et qui magnifie la langue française en lui trouvant des assonances et une véritable localité africaine. Donc ce que j'ai aimé, c'est la posture dans l'écriture. C'est deux voix, deux personnages qui ne considèrent pas comme un Africain, d'une part, pour ce jeune qui vit à Amsterdam un siècle après, mais comme deux colons qui retournent en Afrique. Et là, il y a télescopage, d'une part, de quelqu'un qui part à la conquête de l'Afrique après la guerre de 1870, où la France s'échoue, après avoir perdu contre les Prussiens, donc les Allemands. Et il y a déjà une espèce de compromis entre un malentendu colonial, puisque c'est Otto von Bismarck qui organise quelques années plus tard le partage de l'Afrique avec la conférence de Berlin. Voilà. Et donc je trouve génial que... C'est le grand carambolage. Absolument. On arrive donc là-bas, c'est l'Afrique des grands comptoirs, c'est la magnificence donc, des peuples, des tribus à Caen, etc. Je trouve que c'est vraiment une narration intéressante et je suis sûr que vous avez certainement des choses à rajouter dessus. J'ai aussi noté quand même qu'il y a un hommage à l'un des pères fondateurs de la pensée martiniquaise, René Ménil, que les gens ne citent pas suffisamment, à l'instar d'un Glissant, d'un Aimé Césaire ou encore d'un Frantz Fanon. Vous savez pourquoi je commence par vous? Parce que vous êtes bon. Si je voulais que je vous dise. C'est ça. C'est pas pour les autres. Non, mais vous n'y êtes rien. C'est un flatteur. Il essaie d'obtenir certaines de mes faveurs. Je n'arrête pas de quelle nature. En même temps, on ne peut pas accuser Amobé d'être un homme blanc de plus de 50 ans. Voilà, c'est vrai. Qu'avez-vous pensé de ce livre? Que ce livre est malin, je trouve. Franchement, il balaie toutes les questions de colonialisme, de savoir qui a commencé, qui est où, qui revient, etc. Tout est mélangé. Il se met dans la peau des deux personnages. Et comme l'a dit Amobé, justement, il y a ce côté aussi à travers le temps. Donc c'est un grand mélange, un grand carambolage. Je trouvais que le mot était assez pertinent. Et puis il est aussi malin au niveau de la langue, de son inventivité de la langue. Là aussi, il y a le carambolage. Ah, complètement. Ça m'a fait penser aussi à une immersion un peu nécessaire, parce que c'est une langue que je ne connaissais pas nécessairement, donc il faut un temps d'adaptation. Il faut vraiment apprivoiser cette langue, et à un moment donné, elle devient presque naturelle. Au début, on est obligé de revenir un peu en arrière pour comprendre, un peu comme la littérature québécoise d'ailleurs, hein, où on n'est pas toujours habitué aux termes, et puis après, ça coule, ça chante, on se promène, on se prend des arbres, etc. C'est génial. Catherine. Oui, mais cette langue... Écoutez, Catherine, autrement... Merci. Cette langue très inventive dont vous parlez me fait penser à celle de Régent du Charme, le Bérénicien, cette langue inventée dans la vallée des avalées. Donc on a quelque chose de... En fait, le mot qui me revenait sans arrêt à la lecture de ce livre, c'est liberté. Liberté de jouer avec les mots, mais liberté aussi de s'emparer de l'histoire, de se la réapproprier, de se mettre dans la peau du colon blanc. Et il le dit lui-même, Gauze, c'est tout à fait légitime. Je suis le fruit de ces deux cultures-là. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre-là. Et en même temps,
la démarche est très sérieuse. Il s'est établi à Grand-Bassam, là même où les colons sont arrivés, pour écrire le livre. Il a étudié, ça je trouve ça fascinant, il a étudié les lettres, les échanges épistolaires du 19e siècle pour savoir comment parlaient les gens à cette époque et rendre plus crédibles encore ces personnages. Alors, c'est un carambolage travaillé. Oui, très maîtrisé. C'est un livre qu'il portait en lui depuis très longtemps, depuis l'adolescence, bien avant son premier roman, et ça paraît. Laura, Gauze. Non, mais moi, j'ai l'impression d'être passée à côté du chef-d'œuvre quand j'écoute mes confrères. Parce que même si, effectivement, il y a une musique, il y a un style très particulier, mais même sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les avis sont partagés. Il y en a qui aiment, il y en a qui comprennent rien du tout, parce que ça peut arrêter dans la lecture. Ça, c'est la preuve que c'est un vrai écrivain. Voilà. Mais en tout cas... Sur le web au sens large, les critiques sont différentes. On parle beaucoup de lui comme figure communiste. Parce que c'est ce qu'on retrouve. On retrouve beaucoup d'extraits de ces interviews qu'il a données pour la sortie de Camarade Papa. Et il est très militant. Il est avec son t-shirt, comme on l'a vu dans l'extrait. Donc, il dit avoir lu 51 fois en première le manifeste du Parti communiste. Donc, moi, je lui ai retrouvé, si vous voulez continuer à le lire, sur le site karlmarx.fr. Il est à disposition. Voilà. Mais moi, j'ai pas été séduite Gauze par... est un meilleur auteur. Non, mais j'ai pas été... que Karl Marx. Je veux dire, c'est peut-être un moins bon économiste, mais c'est un meilleur écrivain. Mais et sur les réseaux sociaux, non, mais pour terminer, il est pas du tout impliqué. Donc peut-être, voilà, ça m'a pas aidé. Il a que 666 abonnés. C'est très peu. Vous en avez beaucoup plus, Guillaume. Et voilà, bon, moi, je suis pas rentrée dedans, Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le droit, vous avez parfaitement mais le droit. peut-être que je ne suis pas la seule. On n'a pas encore écouté entre la distance et le carambolage. Non, mais justement, c'est un écrivain, puisqu'il va jusqu'à quasi inventer sa langue, ce qui est vraiment quasiment le talent ultime chez un écrivain. Et puis, c'est un personnage, par ailleurs, puisque justement, il a fait le tour des talk-shows français, et à chaque fois... c'est un personnage. Je veux dire, il vend mieux ses livres que Michel Houellebecq, par exemple, et d'autant qu'il est dans la polémique, Cherokee face à Finkielkraut. Alors du coup, j'aime beaucoup Gauze depuis qu'il est rentré dans la gueule de Finkielkraut. C'est une raison supplémentaire, c'est vrai. Son idole, c'est Romain Gary. Non, mais c'est intéressant. Je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et Émile Ajar aussi. Merci, Michel. Les Suisses sont farceurs. Tentative de déstabilisation d'un directeur en direct. Donc il est revenu à Grand-Bassam, mais il est français surtout. Il a un parcours absolument incroyable. Donc il est français. Il ne veut pas. Il dit « Je casserai la gueule au premier qui me dit que j'ai écrit un livre francophone, car j'écris en français. C'est donc un livre français. Lui-même est citoyen français. Il a un master en biochimie. Tout d'un coup, il y a une sorte de silence. Voilà. Le garçon n'est pas bête. Mais il a été videur pendant un moment pour gagner sa vie à Paris. Mais simplement, pour vous résumer, l'humour qui est le sien, mais pas uniquement, et qui est la créativité de tous les Africains, c'était le titre de son premier roman, qui s'appelait « Debout, payé ». Vous savez ce que c'est un debout payé? Un vigile. Ben voilà, c'est un vigile, c'est un mec, il est debout et il est payé pour être debout. Voilà. C'est logique. Il a inventé l'expression. Entre carambolage et distance. Alors, c'est un bouquin, alors je suis complètement rentré dedans, vraiment. C'est un bouquin qui est splendide. C'est un véritable objet littéraire, je crois qu'on l'a compris, de par la langue, de par les recherches qui ont été nécessaires à sa rédaction, de par son érudition, de par ce qu'il nous apprend, de par la part fictionnelle qu'il met en avant. Ce n'est pas un livre qui partage des états d'âme, on va dire, comme on a assez régulièrement l'habitude peut-être avec d'autres auteurs qui parlent d'eux-mêmes. Là, on rentre dans une histoire, dans une fresque. Et puis c'est un livre, alors je vais peut-être développer ça parce qu'on en a peut-être moins parlé, ou Laura l'a abordé, c'est-à-dire que c'est un livre c'est un livre politique aussi, mais qui n'est pas moralisateur, c'est ça qui est intéressant. C'est pas un livre qui condamne véritablement la colonisation, parce qu'en plus il se passe légèrement avant la colonisation. C'est-à-dire qu'il, comme disait Amobé, il se passe à l'époque des comptoirs, c'est-à-dire au moment où la colonisation va se mettre en place. Alors certes les Anglais... Pour l'un des personnages, mais pas pour les Anglais. Pour le jeune qui arrive... au milieu des années 60. Alors lui, pas effectivement, mais pour celui qui vient d'Abilly, et qui s'appelle d'Abilly d'ailleurs. Qui est donc blanc, le qui est un colon. Le Creusois, voilà, du village d'Abilly, et donc qui en a pris le nom. Lui, effectivement, arrive à la toute fin du 19e. Et puis, c'est des paysans par rapport à la Creuse.
Alors ça, je... Termine, mon petit Je connais Michel. pas bien la Creuse. Michel, reviens vers nous. Non, c'est un livre, je disais, politique dans la mesure où le combat principal de Gauss, c'est contre le capitalisme. Et il nous décrit dans ce livre-là, finalement, ce que l'appât du gain a fait chez les uns et les autres, quelles sont les racines de la colonisation qui n'étaient absolument pas une volonté de partager, d'émanciper, enfin voilà, on n'était pas dans le partage et la grandeur humaine, on était dans l'appât du gain, il fallait nourrir la machine industrielle qui est en train de se mettre en place, donc il fallait avoir accès aux ressources premières et, si possible, gratuitement, ou en tout cas avec le moins de frais possible. Et d'un autre côté, on voit aussi les premiers, enfin certains peuples ou certains rois du côté de l'ex-Côte d'Ivoire, donc chez les Agnais à l'époque, qui aussi ont l'impression de se jouer du blanc finalement, d'arriver à leur fin en obtenant ce qu'ils souhaitent, et chacun d'imaginer que l'autre est plus idiot, que l'un est plus idiot que l'autre. C'est là où moi je ne suis pas toujours d'accord avec son analyse, c'est effectivement un objet politique, mais par exemple sur la question de la traite négrière, c'est la bulle papale de Nicolas V qui ouvre les vannes en disant « allez apporter la portion de l'humanité non éclairée vers un monde plus éclairé. Et puis, dernière convocation, celle de la question des migrants. Lui considère vraiment que le personnage qui part en 1870, qui est un blanc de la Creuse, c'est un migrant de l'époque antécédente. Et que la durée de vie, les risques étaient les mêmes, la dysenterie, 2 ans de durée de vie. Et il fait le parallèle entre les migrants d'aujourd'hui en rappelant que les migrants d'hier, c'était les Européens et que l'apogée des civilisations est cyclique. Voilà, vous terminez, vous Catherine, concluez, on est en mon cher Michel. Alors je termine simplement. Oui, alors la bulle papale et l'esclavage, la traite négrière, effectivement, ça existait, mais ça existait avant les colonisations. Simplement, c'était un lieu de prédation, enfin simplement, c'était un lieu de prédation, mais qui n'était pas forcément dépendant des colonies. Les colonies sont venues après, alors l'esclavage a duré certes, mais les colonies sont venues après pour une raison qui était véritablement économique, qui était... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? 1554, la bulle papale, et les premiers conquistadors, c'est 1400 et des broquis. Oui, mais il y a Fernando Po et consorts qui arrivent sur les côtes ouest. Mais bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir. On aura ce débat après, mais ça risque d'être un peu long, effectivement. Bref, moi, j'en terminerai là en disant qu'effectivement, que je trouve ce livre parfaitement réussi parce que voilà, il y a tout dedans. Il y a l'érudition, il y a la fiction, il y a l'histoire, il y a un langage. Il est drôle. C'est un livre qui est drôle. Et puis, c'est un livre qui a un vrai fond, qui a une vraie posture politique et sociale. Donc, nous allons passer au deuxième sujet après avoir parlé de cet excellent livre, donc de Gauss. Au jeu des 7 familles, dans la famille musique, je demande le fils et la fille, et le jeu est belge. Le fils s'appelle Roméo Elvis, c'est la fille Angèle, 2 carrières dans les styles différents, la pop pour elle et puis le rap pour lui, mais de temps à autre, la famille se réunit, comme par exemple dans l'extrait du titre que vous allez découvrir. C'est un clip et qui est intitulé « J'ai vu ». J'ai vu dans ma tête qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. J'ai réussi, il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. J'aimerais que tu sais. À mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure. Elle a pris ça comme un missile. Sylvestre, vous connaissez évidemment particulièrement bien les Van Leken. Exactement, Roméo, Johnny, Elvis, Kiki, parce que Roméo Elvis, ce sont 2 de ses vrais prénoms, et ça montre un peu le côté inventif et artistique des parents. Les parents, c'est Marca d'un côté, un chanteur de pop belge qui a épousé Laurence Bibot, qui est une humoriste, qui est excessivement drôle, et ils ont 2 enfants, donc d'un côté Roméo Elvis et de l'autre côté Angèle, 26 et 22 ans, et ils ont baigné dans cette atmosphère. Aujourd'hui, ils commencent à avoir du succès. Ils dépasseront sans doute le succès de leurs parents. Et au départ, dans des mondes séparés. Dans des mondes complètement... Et dans des carrières individuelles, chacun de son côté. Oui, ils ont chanté ensemble. Hein. Monsieur, Madame, c'était un duo qu'ils faisaient ensemble à un moment donné. Comme les 2 enfants ont fait à un moment donné un duo, on vient de le voir. Alors, ils sont très, très bons musicalement, chacun dans leur domaine, mais ils ont aussi une excessive grande maîtrise des réseaux sociaux. Mais je pense que Laura en parlera mieux que moi. Laura, leur trace sur le web. Effectivement, c'est ce que
disait Sylla, c'est l'exemple même d'une réussite numérique. Pour prendre le cas d'Angèle, elle a commencé seulement il y a 2 ans sur Instagram à poster des petites vidéos où elle faisait des reprises. Aujourd'hui, elle a 500 000 personnes qui la suivent. Elle a une véritable communauté. Elle est adorée sur les réseaux. Et je vous recommande d'ailleurs de vous abonner, même si vous n'êtes pas Instagram, même si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour regarder ce qu'elle fait. Elle a fait une reprise d'Aznavour qui s'appelle Parce que, qui est absolument magnifique. Et il y a une interaction. C'est-à-dire que ses fans lui disent on en veut d'autres, il faut que tu refasses des reprises. Elle a refait une reprise de La Madrague, excellente aussi cet été. Et voilà, c'est un vrai succès. C'est monté petit à petit, mais très vite. Tous les artistes ne montent pas aussi vite. Elle a un univers avec elle. Ses clips sont aussi absolument géniaux. Le dernier qu'elle a fait avec son fiancé, qu'on voit aussi dans les vidéos, parce qu'il y a toute la famille. Hein. Il y a aussi le gendre qui est dans le jeu des 7 familles qui est présent et qui réalise les clips. Le dernier a été réalisé au Parti communiste français. Il y a des extraits déjà sur son compte Instagram. Donc c'est un peu une famille shady de bis, quoi. Voilà, et avec du talent. C'est-à-dire qu'elle maîtrise les réseaux sociaux, mais elle a Place le du talent colonel en plus. Fabien. Mais vous savez à qui elle me fait L'adresse du penser Parti communiste. Dans la bonhomie, dans la drôlerie, elle a un petit côté, pas d'une chanteuse, mais d'une actrice de Virginie Efira, qui est belge aussi. Elles ont vraiment quelque chose en commun. Elles sont très nature. Une espièglerie. Exactement. Yves, comment on explique le succès? Juste, je pense, le talent et puis cette originalité, cette spontanéité belge. Il n'y a pas à Bruxelles ni à Anvers un show business comme celui qu'on connaît à Paris. Donc c'est le royaume du démerde-toi tout seul, donc le fameux do-it-yourself britannique. Et donc, du coup, ça pousse à l'inventivité. Et aussi, je pense que les Belges, et ça vient du système éducatif belge à l'origine, travaillent sur tous les tableaux. C'est-à-dire que le visuel, la présentation, la musique, les chansons... On connaît ça avec le plus célèbre d'entre eux actuellement. Bien sûr, Stromae, hein, qui est l'exemple. Mais voilà, aussi parce que la Belgique est plus pénétrée par l'esprit pop britannique que ne l'est la France, là où nous avons la chanson française, poétique, académique, qui nous écrase. Donc eux vont directement au mode anglais, qui est quand même, depuis 1963, le mode dominant dans le domaine de la musique mondiale. Et puis aussi, comme ils ne sont pas écrasés par ce show business... Petite exaspération, hein. Pas du tout, c'est juste... Nous, on est parfois écrasés par rapport à la culture française, mais enfin... Bien sûr. C'est un autre débat. Non, c'est juste un constat, on fonctionne très différemment. C'est une liberté qui, de toute façon, s'est exercée dans le cinéma ces derniers temps, s'est exercée chez les acteurs, tout à l'heure on parlait des FIRA, et que d'un coup, finalement... Tout à fait. Ils se sont déversés sur la France et ils occupent les premières places. Poulvorde, François Damiens, etc. Bien sûr, et la liste est, est interminable. Stéphane de Groot, etc. Jean-Claude Van Damme. Mais bien sûr, Jean-Claude Van Damme. Évidemment. Mais surtout, ils ont aussi cette espèce de décontraction, de ne pas avoir un poids de l'histoire sur le dos qui leur permet d'être beaucoup plus spontanés. Angèle, c'est son premier album, c'est du yéyé électro. Ça pourrait être dans la lignée de ce que faisait Élie et Jacquenot chez nous il y a très longtemps. Mais elle est intervenue avec Damso. Je veux dire, il y a beaucoup plus de spontanéité. Lui, Roméo Elvis est intervenu avec L'Homme Pâle, etc. À chaque fois, vous n'avez pas un business derrière eux. On est dans la créativité bricolo pure. D'ailleurs, l'album s'appelle Brol. Et Brol, alors, c'est un de mes mots belges préférés, mais c'est Sylvestre qui va vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, pour ceux qui ne sont ni congolais, côté Kinshasa, ni belge. C'est le boxon. Oui, c'est ça, c'est le désordre du bruxellois. Qu'est-ce que c'est que ce brol, en fait? Et je trouve ça très malin, parce que malgré le fait qu'elle est... parce que c'est de la bricole, justement. Voilà, et elle a une réflexion marketing derrière. Il faut dire ce qui est. Des clips sont millimétrés, léchés, etc. Il y a aussi, quand même, derrière, tout ce côté ultra spontané. Mais je pense, moi, qu'on atteint cette spontanéité que quand on est ultra bien préparé et ultra bien cadré. Michel, dernier mot. Bientôt, d'ailleurs, elle ne sera plus la fille d'eux et la sœur d'eux. Elle sera Angèle tout court. Angèle et Roméo Elvis, qui était d'ailleurs... Pour les Français, en Belgique, elle restera toujours la fille de la plus grande humoriste belge francophone et de Marca, qui est un personnage quand même qui occupe ne serait-ce que les ondes des radios belges depuis... 30 ans
Voilà, c'est ça. C'est très vraisemblable. Mais, enfin, bref, effectivement, et Roméo Elvis et Angèle qui étaient au festival de Nyon au Paléo là, cet été, et l'un et l'autre pas le même soir, mais les deux ont joué au Paléo. Et l'un comme l'autre, pour moi, parce qu'on... Ce gigantesque festival. Oui, c'est un grand festival de Dont programmation. TV5 Monde est partenaire. Absolument, c'est juste. Terminé. Alors, ce que je voulais dire, puisqu'on parlait de réseaux sociaux, notamment, et de modèles économiques, alors oui, effectivement, je pense qu'il faut le talent, il faut la préparation, il faut tout ça, comme l'expliquait Sylvestre. Et puis après ça, il faut pouvoir atteindre un marché, il faut pouvoir se vendre. Ce qui était compliqué, il fut un temps lorsque tout était centralisé, lorsque les grandes maisons de disques se trouvaient à un endroit et c'est là qu'il fallait y aller. Et aujourd'hui, des artistes de la périphérie, comme Roméo Elvis et Angèle, et rien de péjoratif à ça, moi Suisse, c'est moi qui vous le dis, mais aussi en Suisse, on en a parlé ici avec certains rappeurs comme Slimka, Makala, Dime, Danitza, Arma Jackson ou autres, on est dans un système un peu équivalent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut se passer des grandes maisons de disques, un nouveau modèle économique est en train de se mettre en place, il faut maîtriser les réseaux sociaux, eux l'ont fait, Stromae a montré la voie, eux maîtrisent les réseaux sociaux, ils sont capables ensuite avec la notoriété de décrocher des concerts, donc ils gagnent leur vie avec des concerts, pas avec les réseaux sociaux, avec des passages radio, et du coup la maison de disques devient une sorte en deuxième rideau, ils arrivent et puis ils signent ces gens-là pour pouvoir les... C'est ce qui se fait de plus en plus souvent. Oui, mais ils sont vraiment... Moi, ce que je trouve magistral chez eux, outre leur talent, leur musique et tout ça, je trouve qu'ils personnifient, qu'ils incarnent un nouveau modèle économique aujourd'hui musical, qui est celui-là, parce qu'ils ont 26 et 22 ans, c'est pas des gens de 35, 40 ou 50 ans. Ils sont tout jeunes, ils ont déjà tout compris. C'est comme ça que ça fonctionne, ils le font avec brio et talent. Et ils vont effectivement encore plus montrer la voie à d'autres artistes, j'imagine, au niveau de la manière simplement de pénétrer le marché et de vivre de la musique. C'est un complet retournement de situation par rapport à ce qu'on a connu il y a longtemps. Et il l'institutionnalise d'une certaine manière. C'est ça véritablement la grande différence pour moi. Voilà, nous allons accueillir donc notre invitée pour cette émission de 300 millions de critiques qui s'appelle Christine Goguet. Christine, vous la connaissez, puisqu'elle a été, vous le savez, à un moment, elle est venue ici comme chroniqueur, et maintenant, donc, elle est directrice du mécénat et des partenariats aux monuments nationaux. Bonjour Guillaume, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, et je vous embrasse. Mais avec plaisir. Voilà. Ainsi que toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Voilà, partenariat donc avec les musées nationaux. Oui. Alors, on sort d'une période qui est celle du patrimoine. Est-ce qu'on peut savoir exactement comment ça a fonctionné et comment on peut expliquer cette passion des Français qui se sont rués vers les monuments et vers le patrimoine? Alors, pour réexpliquer un petit peu ce que c'est que le Centre des monuments nationaux, déjà, parce que c'est important que tout le monde sache resituer l'institution, c'est le premier opérateur culturel et touristique français. Absolument. Voilà, qui comprend à peu près, et qui gère et anime. Et sa tutelle, c'est à peu près une centaine de monuments qui dépendent de lui, donc qui dépendent de l'État français. Alors, vous étiez en train de parler du patrimoine et de la passion qu'ont les Français pour le patrimoine. C'est colossal. C'est colossal. Je pense que ça naît de la passion pour l'histoire des Français. Déjà, et puis la culture également, qui est partie prenante de tout l'imaginaire et de toute l'histoire française. Voilà, donc les Français sont... part de curiosité aussi. Quand on les voit se ruer à l'Élysée, dans les palais nationaux, on voit qu'ils veulent voir derrière les rideaux comment ça fonctionne. Puis on a un patrimoine très riche. Enfin, quand on se promène à travers le monde, on se rend compte que la France est vraiment dotée de choses magnifiques et exceptionnelles, en réalité. Voilà. Donc, dans les monuments que nous gérons, on a notamment le Panthéon, la Sainte-Chapelle, le Mont-Saint-Michel. On vient de récupérer Villers-Cotterêts. Et puis, on a le Seigneur, le Palais des Lumières qui va réouvrir ses portes, place de la Concorde, qui est l'hôtel de la Marine, notamment. Voilà. Qui est un endroit magnifique, donc. Qui autant de... Mais alors, vous êtes aussi chargé du mécénat dans tout ça. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des capitaux privés pour aider justement les musées nationaux à se rénover, à fonctionner? Alors, la cause, effectivement, qui est d'ailleurs très à la mode en ce moment, puisque Stéphane Bern nous accompagne aussi dans cette mission, c'est d'aller chercher du soutien, à la fois pour restaurer les monuments qui en ont bien besoin, puisque une centaine de monuments, vous imaginez que chacun d'entre eux a des besoins particuliers, et également pour soutenir aussi la programmation, pour faire vivre ces monuments. Voilà. Donc, on fait appel à des grands mécènes, à des mécènes moins importants et aussi à des donateurs particuliers. Nous avons d'ailleurs pour ça un site qui s'appelle Ma pierre à l'édifice, où on incite les particuliers également à devenir mécènes. Cette fameuse histoire de loterie donc, lancée par Bern, est-ce que vous avez l'impression que non seulement ça va marcher,
mais qu'en plus, ça pourrait être généralisé à d'autres choses. Parce que là, c'est carrément un appel aux Français. Oui, c'est un appel aux Français. Et puis, je pense aussi que c'est une manière de communiquer sur ce patrimoine aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enjeux. Évidemment, il y a l'enjeu financier, mais il y a aussi l'enjeu de faire rayonner et de communiquer autour de ce patrimoine. Ce qui est aussi important. Moi, je trouve que Stéphane Bern a ce côté un peu admirable parce que il mousse à chemise, il est un peu seul à bord et bon, comme il est populaire, il se sert de sa popularité pour une cause. Et je trouve que beaucoup de personnalités pourraient nous accompagner de la même manière. Bon, pour le loto du patrimoine, je crois que le résultat était correct. C'est un premier mouvement qu'on peut accompagner. Voilà. Excellente initiative. Merci beaucoup. Merci de m'avoir rejoint. Merci. Picasso est multiple. Picasso est éternel jusqu'en janvier 2019. Le peintre espagnol qui a longtemps vécu en France, vous le savez, est à l'honneur à Paris au musée d'Orsay. Picasso bleu et rose, deux des périodes donc extraordinaires de sa créativité. Puis le musée Picasso à Paris, donc dans le Marais, lui propose une autre version qui est Picasso chef-d'œuvre. Vous trouvez notamment, par exemple, les Baigneuses et les Arlequins. Ce sont des œuvres maîtresses dans les deux cas. Ce sont deux expositions parmi tant d'autres, car il y en a dans le monde entier, des expositions Picasso, d'où l'intérêt donc de regarder ce sujet consacré à cette folie des expositions Picasso. Un jour comme un autre au musée Picasso, on se presse pour admirer les chefs-d'œuvre du maître. Et pourtant, pas de Guernica. Quant aux Demoiselles d'Avignon, elles font tapisserie. Il en faudrait plus pour décourager le public. Je pense qu'on n'en fera jamais assez avec Picasso et la richesse de son œuvre. Je découvre petit à petit comment il est, sa façon de créer ses œuvres. On a l'impression qu'on tire sur Picasso le maximum. Même le musée d'Orsay s'y met, avec une grande exposition sur le premier Picasso. L'artiste a 20 ans quand il arrive à Paris, à Orsay justement. C'était encore une gare à l'époque, et c'est sa période bleu et rose. Là, en l'occurrence, on innove, on touche à un sujet qui n'a jamais été traité. Et une fois de plus, le défi de l'organisation de cette expo faisait que c'était quand même une affaire très ambitieuse. Il ne s'agit pas de mettre Picasso sur une affiche et de se contenter de voir le public arriver. 300 œuvres sont ainsi réunies, la plupart ont été peintes à Paris, mais certaines n'étaient jamais revenues. La vie est une toile emblématique de sa période bleue, elle arrive tout droit de Cleveland, aux États-Unis. Il y a aussi cette fillette à la corbeille qui a défrayé la chronique en mai dernier. Le tableau a été vendu à 115 millions de dollars, une succession de chefs-d'œuvre qui donne le tournis. Picasso, c'est plus fort que nous. Picasso, au fond, c'est l'homme qui fait rêver toutes celles et ceux qui imaginent l'artiste idéal. Et il faut tout simplement se souvenir de sa profusion artistique. 70 000 œuvres. On parlerait de Vermeer, on parlerait d'une quarantaine de tableaux. Plus difficile de faire des expositions. Avec Picasso, on croit avoir tout dit, et en fait, on ouvre une porte, et c'est encore un océan qui s'ouvre à nous. Il suffit de s'arrêter sur ces 3 autoportraits pour s'en convaincre. Le premier fait penser à Van Gogh, dans le deuxième, le bleu s'impose, et le troisième préfigure déjà le cubisme. Picasso en est à ses débuts, et il révolutionne déjà l'histoire de l'art. Soyons lucides au départ, justement, de cette réflexion sur la folie Picasso. Quand vous mettez Picasso sur une émission, quand vous mettez Picasso sur une exposition, les gens entrent dans l'exposition. Voire sur une voiture. Sur une voiture. Et deuxième explication qui est aussi justifiée concernant l'œuvre de Picasso, c'est la multiplicité des œuvres de Picasso. Car quand il est mort en 1973, on a découvert dans les 5 maisons où il avait vécu successivement qu'il y avait 30 000 œuvres inédites que personne n'avait jamais vu. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile que de faire des expositions d'artistes qui ont produit 100 ou 200 tableaux dans leur vie. Est-ce que cette folie Picasso, par exemple, Sylvestre, vous gêne? Oula, oui, mais le peintre... Oui ou non? Oui ou non, Sylvestre, la question ne concerne évidemment pas l'œuvre de Picasso. La question est de savoir s'il y a trop... Ça me gêne quand on met le nom de Picasso sur une voiture. Oui, ça, par exemple, ça me gêne. Oui, effectivement. Je trouve qu'un artiste qu'on met à toutes les sauces, ça me gêne. Sauf que... Là, c'est autorisé par la Fondation. Hein. C'est les héritiers qui l'ont... Ça me gêne encore plus. Ouais. Si vous l'avez fait en pirate, à la limite. Non, ce que je veux dire par là, c'est que y a effectivement on peut imaginer qu'on en fait trop. Sauf que quand on visite les 2 expos que j'ai visitées sont magnifiques. Il y a quelques jours, je me suis dit, ah waouh! Ah waouh!
au-delà du côté mythique, au-delà du côté genre presque album où on colle des timbres. Enfin, c'est devenu Picasso, c'est devenu un peu comme Kiss Haring. C'est un truc tellement pop culturel que ça en devient presque, on l'abîme presque. Et là, on se dit, incroyable, quoi. Ce gars, on peut encore écrire sur lui pendant des années, faire 1000 expositions, il y aura toujours quelque chose de différent. J'ai vu beaucoup d'expos Picasso, beaucoup de livres, etc. Et là, on rentre quand même dans 2 angles complètement différents. Et c'est là où je me dis quand même, il est inusable, ce garçon. On a beau le mettre sur une voiture, il est quand même inusable. Pour quelle raison? Parce que si on prend l'exposition, par exemple, au musée Picasso, on a... Alors, c'est une expo qui interroge, le pitch, c'est interroger la notion de chef-d'œuvre, je crois, etc. Et en fait, si on la lit d'une autre manière, on se rend compte que ce gars était complètement polymorphe, il était multifacette. On voit, il a peint un tableau à 16 ans, donc on se dit, ce gars était un génie, quand même. Une maîtrise, ça s'appelle Sciences et Charité, je ne connaissais pas du tout. Ouais. C'est incroyable de maîtrise technique. Et après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on traverse l'exposition, on se retrouve du côté des palais des papes. Et là, on voit qu'après sa mort, on a fait une exposition où on disait ce gars fait du gribouillage. Et donc, on voit d'un côté la maîtrise technique et on voit que pour faire du gribouillage, il faut cette maîtrise technique. Donc, cette expo, on peut vraiment entrer dans l'œuvre. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on se dit, ce gars, effectivement, est presque un surhomme, est presque une entité comme ça, puisque moi, je suis né après sa mort. Et pourtant, on le voit dans des expositions, en slip sur sa terrasse. Et on se dit, ah, mais il a vraiment existé, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très fort. On se dit, oula, il y a vraiment ce décalage entre le côté mythique et mythifié que moi, j'ai, que beaucoup de gens ont de Picasso, et le fait que ce gars a vraiment existé. Ouais. Et que, genre, il se grattait un peu comme ça pendant que des types étaient en train de mettre des sculptures dans son jardin, quoi, tranquille, comme moi, je pourrais mettre un nain. Bah, mais c'est vrai que dans l'œuvre de Picasso, par exemple, vous prenez les Rothko, qui est un artiste magnifique, un artiste américain. Les grands aplats de Rothko, qui sont des œuvres spirituelles, ça correspond à 5-6 années de la carrière de Rothko, ce qui existait avant, donc sa disparition, est pratiquement ignoré. Dans le cas de Picasso, ce qui est fascinant, c'est la réinvention permanente. C'est-à-dire que vous allez donc à Orsay, donc on sort des Arlequins, on sort des baignades post-surréalistes, et on se retrouve avec une période antérieure où là règne la mélancolie, les couleurs douces, et quelque chose qui apparaît presque comme étant appartenant à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Et quelqu'un disait, ce qu'il y a de bien avec Picasso, quand on étudie Picasso, c'est comme étudier une multitude d'artistes, justement parce qu'il se réinventait sans cesse. Et à Montréal, on a eu cet été, ça a été un grand événement, une exposition qui serait un peu la suite chronologique de Picasso Bleu et Rose, donc après cette période parisienne où il s'est intéressé à l'art primitif. Alors l'exposition s'appelle D'Afrique aux Amériques, Picasso en face à face. C'était vraiment un des grands événements culturels de l'été à Montréal. Gros succès, on parle de près de 190 000 visiteurs, c'est dans le top 20. De toute l'histoire du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est inspiré, c'est une adaptation d'une expo qui a été présentée ici, à Paris, au musée du Quai Branly, qui s'appelait Picasso primitif. À Montréal, au Québec, au Canada, on ne pourrait plus appeler ça Picasso primitif à cause de la sensibilité nord-américaine. Donc c'est vraiment une adaptation. Bon, c'est dans tout ce débat de... On parle d'art premier. L'art premier ici. Oui, mais ça s'appelait Picasso primitif quand même. On avait conservé cette... Oui, mais il y a des débats justement autour de ces questions, y compris de la réappropriation des œuvres d'inspiration africaine. C'est toujours un hommage à l'Afrique par dépit, puisque Braque, Derain et tous les autres se sont inspirés de l'Afrique. Même les sculpteurs... Il suffit de regarder de face, même pas forcément au MoMA à New York, mais sur une tablette, etc., les Demoiselles d'Avignon. C'est-à-dire qu'on voit ces personnages. Absolument. Je signale que Guillaume, lui, voit les Demoiselles d'Avignon tous les matins en passant dans son salon. C'est vrai, parce que j'en ai fait une photo magnifique. Je le dis à l'intention du fisc. C'est une photo qui me permet en quelques mots de faire un petit plaidoyer pour l'Afrique. Il y a une loi qui s'appelle le droit de suite. Lorsque un jeune peintre fait une œuvre, on lui achète $20, c'est vendu dans des galeries, ça coûte $1 million, le type n'a touché que $20. Donc la plupart des pays qui maîtrisent l'art, en Asie, aux États-Unis, n'ont pas signé. Les États africains ont intérêt à le faire, il faut soutenir ça. Et deuxième chose, les Africains sont capables de créer des musées, ne sont pas de grands enfants pour abriter leurs œuvres. Il faut juste que juridiquement, il y ait une déclassification au patrimoine mondial de l'humanité artistique pour que ces œuvres entrent chez elles. Alors, je voulais que vous terminiez sur la raison pour laquelle, parce que vous avez été interrompu, sur la raison pour laquelle, justement, au Québec, ça a eu un tel succès.
Pour les mêmes raisons pour lesquelles ça va avoir beaucoup de succès, ces expositions Picasso à Paris, pour la même raison qu'on aime Picasso en Belgique, partout. C'est-à-dire que dès qu'il y a le nom de Picasso sur une affiche, on s'y précipite. Et oui. On se précipite aussi parce que c'est un Laura. accessible. C'est un artiste qui est accessible quel que soit l'âge. Même on n'a pas besoin d'être féru d'art pour aller voir une exposition Picasso. Et il y a une manifestation qui a lieu depuis le printemps 2017, qui se termine au printemps 2019, qui s'appelle Picasso Méditerranée, qui à l'origine, c'est le musée Picasso de Paris, qui a sollicité d'autres institutions. Il y a 60 expos en Méditerranée, au Maroc, en Israël, en Italie, en Espagne, à Malte. Il y a un musée Picasso à Antibes. Ah oui, il y a tous les musées en France également, mais ce qui montre que tout le monde aime Picasso parce que on peut emmener ses enfants voir Picasso. D'ailleurs, la première application téléchargée pour enfants d'art concerne Picasso. On décrypte 24 tableaux de Picasso aux enfants très tôt quand on veut apprendre ou en tout cas initier les enfants à l'art. Picasso, c'est un artiste aussi facile et on n'a pas besoin de tout connaître de Picasso pour le comprendre. Voilà, qui a vécu en France évidemment depuis pratiquement le début du XXe siècle et qui a été à peu près critiqué toute sa vie avec... c'est de là d'où vient les célèbres expressions « oh, je peux faire la même chose », etc. etc. Ça a duré jusqu'à la fin de sa vie en 1973. Est-ce que quand vous circulez à travers le monde, monsieur le directeur, pour TV5 Monde, vous avez justement cette impression qu'à chaque fois que vous ouvrez une porte d'un musée, vous trouvez quelque part Picasso qui vous revient à la figure? Alors, dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de Picasso au Musée national du Mali à Bamako. Je ne pense pas qu'il y en aura au Grand Musée de Dakar, qui nous accueillera d'ailleurs très bientôt pour son inauguration au cours du mois de novembre. En revanche, tout le monde connaît Picasso et pas uniquement les automobilistes. Je veux dire, il fait partie des personnages ou des figures mais qui dépassent son domaine de pertinence. C'est-à-dire, il est au-delà... Les gens qui ont dit que Picasso était plus important que le XXe siècle. C'est quand même incroyable comme phrase. Alors ça, c'est les gens qui connaissent mal Bob Dylan. Ça, c'est une obsession personnelle. Mais ça me surprend que vous disiez ça. Mais justement, on a comparé les périodes de Dylan aux périodes de Picasso, justement, puisque c'est à lui qu'on le compare le plus souvent, en termes justement de mue artistique et stylistique. Mais tout le monde connaît Picasso. Je veux dire, il est connu de gens qui, pour certains, n'ont même jamais vu une seule de ses œuvres, qui n'ont jamais vu Les Demoiselles d'Avignon, donc que vous n'avez jamais invité à l'apéritif chez vous, Guillaume, ni qui n'ont vu Guernica ou d'autres tableaux historiques. C'est comme il y a des tas de gens qui n'ont jamais écouté de jazz et qui connaissent Miles Davis. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de plus grand, même que l'art en termes de notoriété, et c'est mérité. Vous voyez, ça n'est pas comme Jean-Claude Van Damme qui serait plus grand que le cinéma, par exemple. Personne n'a jamais dit ça. Voilà. Et la fameuse Picasso, phrase, je ne cherche pas, je trouve. Et Guillaume, il y a actuellement en France, rien qu'en France, 16 expositions Picasso, c'est vous dire sa popularité. Mais ce serait infaisable s'il n'y avait pas autant d'œuvres. Cette œuvre pléthorique. Oui. Évidemment. Et puis c'est différentes périodes. C'est géré par la famille, enfin par les héritiers, et donc ils prêtent en fonction d'eux, dans tous les endroits du monde, en essayant de répartir les thématiques des expositions. Mais alors, c'est la première fois, en revanche, qu'on voit en France, au musée d'Orsay, son tableau La Vie, qui est d'ailleurs le sujet d'un très bon petit livre de Édouard Dor, grand spécialiste de l'Afrique, puisqu'il a été le patron des RFI en Afrique pendant de très nombreuses années, et il est par ailleurs un grand spécialiste de la peinture et qui publie donc Picasso, l'énigme de La Vie, c'est le titre d'un tableau, voilà, aux éditions Espace et Ligne. Et donc tous les amateurs de Picasso sont amenés à soit remonter dans leur voiture, soit acheter ce livre. Ah, je croyais qu'il fallait acheter Michel, vous avez été à Orsay voir l'exposition? J'ai vu les deux expos, effectivement, et deux expos qui résonnent d'ailleurs en Suisse. Parce que ce qui est extraordinaire à Orsay, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est quand même l'arrivée de toiles privées, comme quand on en avait parlé au moment de l'arrivée de l'exposition Choukine à Paris à la Fondation Vuitton, que personne n'avait jamais vu.
Et notamment, l'expo d'Orsay, donc période bleue, période rose, sera ensuite à Beyeler en Suisse, ce sera à partir du mois de janvier, une fois que c'est fini à Paris, donc voilà. Et en plus, le Suisse que je suis, pour parler de la folie Picasso, vous m'arrêtez si je suis trop long, parce qu'il y a mille et une anecdotes, mais il y en a deux en particulier qui sont saisissantes. N'en fait que 998. Bon, 998. Non, mais parmi les tableaux qui sont exposés, il y en a en tout cas 3 qui ont une résonance en Suisse qui est vraiment importante. D'abord, il y a l'Arlequin assis qui est au musée Picasso. Absolument. Et il y a les deux frères qui est à Orsay. Et ces deux tableaux, eh bien, en 1968, ont fait l'objet d'une manifestation populaire des habitants de la ville de Bâle qui ont voulu que la ville s'engage pour racheter ces deux tableaux à la fondation qu'ils avaient prêtée au Kunsthaus Museum de Bâle. Le responsable de la fondation avait des ennuis financiers, il voulait reprendre les tableaux pour les vendre. Les gens sont descendus dans la rue. Je ne sais pas si vous imaginez, en 68, les gens sont descendus dans la rue avec des pancartes demandant que ces tableaux restent là et que la municipalité s'engage pour les acheter. Côté révolutionnaire. Non, mais c'est délirant quand on parle de ça. Non, mais c'est délirant. Et effectivement, ça a été fait. Ils ont sorti l'argent, ils ont racheté ces tableaux. Quand Picasso a su ça, finalement, il était tellement émerveillé qu'il en a donné d'autres au musée de Bâle parce que, pour les remercier de ce geste. Et puis l'autre chose, alors pour parler vraiment de Picasso et de la Suisse, par ça. C'est un autre tableau qui date de 1901, aussi avec Carles Casagemas, son ami, donc, qui est portraitisé dans La vie. Qui s'est suicidé. Et c'est le tableau Évocation. Et ce tableau a servi notamment à Carl Gustav Jung, notre grand psychanalyste, pour écrire un article sur Picasso en 1932 à l'occasion d'une rétrospective qui était consacrée à Picasso, disant que ce dernier se détournait du beau et du bon et qu'il était démoniaquement attiré par la laideur et le mauvais, et d'estimer que Picasso allait mourir dans la démence, parce qu'il analysait ses dessins ou ses peintures comme les dessins de ses patients. Et au-delà de l'anecdote de Carl Gustav Jung, Picasso a cristallisé le clivage en Suisse à ce moment-là entre la droite et la gauche, voire l'extrême droite, parce que Jung avait des affinités ou des sympathies avec le national-socialisme et Hitler à ce moment-là. Et comme Jung était quand même passablement écouté, cet article a eu beaucoup de résonance et ça a participé à définir, on va dire, une certaine politique culturelle en Suisse qui allait vers l'art traditionnaliste et pas du tout vers les modernistes ou les progressistes, qui a eu une influence encore pendant 10, 20, 30, 40 ans derrière. Et c'est Picasso précisément qui a cristallisé ça à travers l'artiste de Jung, comme quoi Picasso, son importance, elle est évidemment dans l'art, comme Miles Davis dans le jazz, parce qu'il a toujours évolué, mais depuis on se l'a approprié, on se l'est pris. Il dépasse son art. Dans ce sens-là, il est presque plus grand effectivement que le XXe siècle, parce que son art, finalement, voilà, il touche au social, il touche à la politique. Voilà, et nous nous sommes singularisés, nous, en France, puisqu'il vit ici depuis le début du XXe siècle, et puis on a acheté les Picasso extrêmement tard, donc ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis partout. Je crois que c'est le musée de Grenoble qui a acheté le premier Picasso en 1937, et quand il y a eu une grande exposition dans les années 60, André Malraux, célèbre écrivain, mais gaulliste devant l'éternel, a refusé une donation Picasso. Il était prêt à donner des centaines de tableaux. Pourquoi ? Parce qu'il était communiste. Il ne supportait pas qu'il soit communiste. Donc voilà, ceci n'est pas mis évidemment au crédit d'André Malraux, car c'est une gigantesque connerie. Il n'y a pas d'autre mot pour ce qui concerne évidemment la postérité de son œuvre. C'est l'origine de « Je t'aime moi non plus » de Gainsbourg. Ah bon ? Je sais. Ah, ben, c'est Dali qui disait à propos de Picasso, « Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est peintre, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. » Alors, coup de cœur, Laura. Alors, c'est un coup de cœur numérique et un peu d'autopromo pour l'application de TV5 Monde Afrique, qui est une application géniale à l'initiative d'Yves Bigot. Vous pouvez regarder TV5 en direct partout dans votre pendant voiture. les 15 prochaines années. Laura, vous aurez une augmentation. C'est une application absolument géniale. Vous pouvez regarder vos séries TV5 dessus. Et surtout, parce que Yves me l'a rappelé, en France, on ne peut pas regarder TV5, on ne peut pas regarder le direct. Alors, si vous nous regardez d'un autre pays, quand vous revenez, vous pouvez télécharger l'application. Merci. Un peu plus cher que ça. Vous pouvez regarder l'application, la télécharger et regarder le direct lorsque vous rentrez en France. En tout cas, c'est vraiment une très bonne application. C'est pas parce que... Mais on le savait. Vous l'avez téléchargée ? C'est une taquinerie, évidemment. D'ailleurs, tout le monde doit la télécharger, là. Taquinerie de fin d'émission, limite un peu débile. Yves, coup de cœur. Un album de Francis Descamps. Francis Descamps était le co-leader du groupe Ange, très populaire dans les années 70, avec son frère Christian. Je sens que mes cheveux repoussent. Voilà, et Francis Descamps vient de publier un album, The Gift, dans lequel il réarrange et il réinvente la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, à la manière un peu dont Emerson Lake and Palmer avait notamment réarrangé les tableaux d'une exposition de Moussorgsky dont on parlait dans une émission précédente.
Magnifique. Michel? Musique également, un album délirant qui s'intitule Stranger Fruit, et on le doit à un groupe qui a aussi un nom anglais qui est Zeal and Ardor, qui est dirigé par un Suisse-américain du nom de Manuel Gagneux, un nom tout à fait francophone en revanche, et qui fait dans son projet musical se télescoper le blues et le black metal. Ça cartonne beaucoup dans les pays anglo-saxons. Sylvestre? L'Atelier des Lumières avec Klimt jusqu'au 6 janvier, il y a une prolongation, c'est incroyable. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ça s'appelle Exposition. Donc on est donc dans une salle où on projette les œuvres de Klimt, où on projette des œuvres numériques aussi beaucoup plus contemporaines. Et il y a un décompte qui dit prochaine exposition dans... Et je trouve que c'est très intéressant en termes de réflexion sur l'art et d'introduction justement de la numérisation dans l'art. On peut imaginer que cette expo, on pourrait la décliner partout dans le monde, mais ça pose aussi la question de savoir si à un moment donné, les gens et les jeunes générations iront encore dans les musées pour voir des choses qui sont juste sur des cimaises en 2D alors qu'ils ont une expérience augmentée dans un certain nombre de salles sensorielles et immersives parce qu'il y a de la musique également. Et ça me permet de vous dire qu'il y a une exposition qui va commencer à Beaux-Arts, donc à Bruxelles, sur Beyond Klimt, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour du noyau Klimt, comme Kokoschka par exemple ou Schiele. Voilà, Egon Schiele qui aura une exposition, vous le savez, à la Fondation Vuitton avec Basquiat, donc dans les jours qui viennent. À Maubé. Musique avec le festival Ville des musiques du monde. Ça se poursuit pendant plus d'1 mois. C'est dans des villes de la région parisienne. C'est génial. L'année dernière, le thème, c'était les villes portuaires. Cette année, ce sont les îles. Mais toutes les îles. On va de la Corse à la Crète, en passant par Madagascar. On va partout, en Martinique. Il y a des artistes d'exception. C'est super kiffant. Catherine. Super kiffant aussi, Wesley, qui est presque aussi prolifique que Picasso, chanteur d'origine haïtienne qui vit entre Port-au-Prince et Montréal. Je dis très prolifique parce que quand il sort un album, c'est à coup de deux albums en même temps. Rapadou créole et tradition. Le premier est proche de la musique traditionnelle haïtienne, de la musique troubadour, et le deuxième est plus urbain, reggae, afrobeat, funk, Wesley. Voilà, nous étions ravis de travailler pour vous. Enfin, quand on dit travailler, c'est un bien grand mot. Jalousie, jalousie. Nuance avec parano. De pas grand-chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.